Bonjour, vous êtes sur France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Si l'on voulait raisonner cyniquement, on pourrait dire que le sort réservé aux Coptes d'Égypte est en quelque sorte un baromètre de l'aptitude du pays à dépasser les clichés religieux et sociaux, tout comme en ce moment de sa capacité à déjouer une possible réislamisation de la société. Car la plus vieille église chrétienne d'Orient se sent à nouveau menacée, à juste titre, puisqu'il y a à peine 8 jours, l'armée égyptienne ou ses hommes de main, ou les deux, tiraient sur les manifestants coptes qui protestaient contre les exactions commises contre leurs églises. La chose n'est malheureusement pas nouvelle, mais on s'était pris à s'imaginer que le renversement du régime Moubarak et la solidarité populaire qui y avait présidé seraient le ciment d'une Égypte pluriconfessionnelle apaisée. Sans vouloir être pessimiste, on constate qu'on est loin du compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui Christine Chaillot, qui vient de faire paraître aux éditions L'Œuvre un livre intitulé « Les Coptes d'Égypte, discrimination et persécution ». Madame Chaillot, bonjour et merci d'être avec nous. La première question, elle est relativement banale dans ce genre de cas de figure, malheureusement. Toute persécution religieuse ou ethnique est précédée d'une image ou d'une fantasmagorie négative à l'égard de celui que l'on veut brimer. Existe-t-elle cette fantasmagorie anti-copte en Égypte? Et si oui, quel aspect a-t-elle? Alors effectivement, on peut sans autre parler de discrimination contre la communauté copte depuis 1970. Quant aux persécutions où on a vraiment une volonté, si vous voulez, le mot est beaucoup plus fort, à l'égard des chrétiens coptes, je dirais qu'on peut parler vraiment de persécutions dans les années 90, lorsque des groupes islamistes très violents, comme Al-Jihad ou Al-Gamaï al-Islamiyya, ont attaqué des coptes, ont imposé la jizya, qui était donc l'ancien impôt imposé aux non-musulmans jusqu'au milieu du XIXe siècle en Égypte. Et je dirais que de manière paradoxale, comme vous venez de le dire, on pourrait reparler, je pense, de persécution avec les attaques très violentes faites par les salafistes après la révolution de janvier-février 2011. On va y venir, mais je voulais qu'on voit cette image justement du copte. Pour persécuter quelqu'un, il faut répandre dans le public une image négative. Quelle est cette image du copte que tentent de répandre les groupes salafistes ou autres? Écoutez, on le voit, on le constate depuis maintenant des années, que ce soit par l'intermédiaire des médias, télévision, radio, journaux, sans parler de l'Internet, on donne, certains journalistes donnent une opinion très négative de ceux qui ne sont pas musulmans. On dit que ce sont des gens qui font de l'argent, qui occupent des postes qu'ils ne devraient pas occuper. Ils ne sont pas musulmans, ils sont impurs. Ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants, voilà. Donc, on peut donc facilement mettre ces idées dans la tête des gens. Il faut quand même savoir que la plupart de la population égyptienne, ce sont des gens qui vivent à la campagne, enfin qui sont de conditions modestes. Et certainement que tout cela joue un rôle. Alors, on a aussi, lors des prêches le vendredi dans les mosquées, vous avez certains imams, c'est pas du tout la majorité, mais qui justement soulèvent oui, les cœurs et les esprits. Et donc, tout ça n'est pas fait pour inciter à la paix et au dialogue. Certains coptes, et d'autres d'ailleurs, disent que l'armée qui est au pouvoir actuellement, on espère pour une période transitoire en Égypte, mais que cette armée aurait conclu une sorte de pacte avec les frères musulmans et que, entre autres, ce pacte serait dirigé contre un certain nombre de personnes, mais contre les coptes. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est, j'allais dire, là encore, un fantasme politique? Je pense qu'on doit être extrêmement attentif et ne jamais exagérer des informations qui sont très volubiles, qui sont souvent exagérées dans une mentalité qui n'est pas une mentalité occidentale, très rationnelle, très organisée. Donc je pense qu'il est inutile de mettre de l'huile sur le feu, mais il est certain que les frères musulmans ont des contacts avec l'armée, le gouvernement transitoire. Et d'ailleurs, chaque parti, même les partis libéraux,
libéraux ont des contacts actuellement avec les frères musulmans parce que chacun essaye de sauver ses droits et ses idées. Et donc, on verra maintenant le 28 novembre ce que le peuple va décider, puisque finalement, ce seront des élections tout à fait démocratiques et on verra quel sera le nombre de représentants au Parlement pour représenter aussi bien les frères musulmans que les partis, les nouveaux partis. Et parmi ces nouveaux partis, vous avez des partis libéraux, vous avez les frères musulmans, vous avez des salafistes, et il ne faut pas oublier les anciens partis qui existaient déjà du temps de Nasser. De Moubarak. De Moubarak. Est-ce que vous pensez que les brimades qui sont infligées aujourd'hui, pour ne pas dire autre chose, aux Coptes, sont le fait d'une, je disais dans mon introduction, une réislamisation de la société. Est-ce que vous sentez ces mouvements, ces deux mouvements parallèles ou plutôt aller de pair ? Écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de très grandes études sociologiques pour constater quand on est en Égypte, quand on se promène dans la rue, quand on prend le métro, de voir que presque la totalité des femmes sont voilées, ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore une quinzaine d'années. Donc il est évident qu'il y a une islamisation de la société égyptienne depuis maintenant justement une quinzaine d'années. Qui prend un nouveau tour, un nouvel essor aujourd'hui ? Depuis la chute de Moubarak par ces mouvements extrémistes, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, les salafistes, c'est un groupuscule, mais on voit que, à leur manière, ils tiennent en otage même le gouvernement transitoire, qui d'ailleurs n'a fait aucune arrestation et n'a rien dit au sujet. Enfin, ils ont fait des efforts. Quand le Premier ministre a dit nous devons être une nation unie. Bien sûr, parce il y avait là quand même un discours qui allait dans le sens. Bien sûr, ils ont fait des efforts, ils ont reconstruit l'armée, donc le gouvernement transitoire a fait réparer des églises qui avaient été brûlées à la suite donc de la révolution. Donc on a montré des actes de bonne volonté. Mais il faut on va voir si ces gestes de bonne volonté vont continuer ou non avec le nouveau gouvernement égyptien. Au sein de la population, on sait qu'un certain nombre de partisans de cette révolution, de ceux qui ont vraiment participé, sont aujourd'hui déçus ou dépités ou dans l'expectative. Parmi ces gens-là, il y a eu aussi de jeunes Coptes qui ont manifesté. Est-ce que vous pensez que ce ciment qu'il y a eu justement entre jeunes gens qui militaient pour la même cause, pour le même objectif, est-ce qu'il est intact ce ciment ou est-ce qu'il a tendance à se craqueler aujourd'hui ? Non, je pense que les jeunes qui ont participé à cette révolution gardent les mêmes idées, quelle que soit leur religion. Je pense d'ailleurs qu'on a surestimé le rôle de la jeunesse, parce que qu'est-ce que fait la jeunesse aujourd'hui ? Elle doit être dans un parti politique, finalement, pour être active, n'est-ce pas ? Donc elle n'a plus de voix par elle-même. Il y a quand même les mouvements historiques, on va dire, de l'époque révolutionnaire. Et ce sont des mouvements qui sont attentifs. On a vu qu'ils avaient, par exemple, l'un d'entre eux avait exprimé son refus ou sa désapprobation lorsque l'ambassade d'Israël avait été attaquée. Est-ce que de la même manière, il y a eu ce genre de choses vis-à-vis des exactions commises contre les Coptes ? Oui, on sait que lorsque les Coptes ont presque incessamment fait des manifestations devant la radio-télévision égyptienne, donc à la place Maspero, de l'autre côté du Nil, par rapport à la place Tahrir, eh bien, on a vu un certain nombre de musulmans qui sont venus soutenir leurs concitoyens égyptiens. Et toute la question est là, c'est finalement les deux grandes questions, c'est comment arrêter les violences qui, on l'a vu, ont continué après la révolution vis-à-vis des Coptes. Elles sont téléguidées, ces violences, à votre avis ? Écoutez, tout est possible, vous savez. Je pense que c'est difficile de faire des analyses détaillées parce que je pense qu'on n'a pas tous les éléments en main aujourd'hui. Et d'un autre côté, donc, je pense que ce qui est vraiment à sauver à tout prix, c'est la citoyenneté. Parce que justement, si par hasard,
avec le temps, si les frères musulmans, tout le monde le sait, auront un grand nombre de représentants au Parlement avec ces élections. Même s'ils s'auto-restreignent, hein, on voit qu'ils ont décidé de ne pas présenter des candidats dans toutes les Ils sont très attentifs, ils sont extrêmement bien organisés, ils ont une méthodologie, si vous voulez. Donc évidemment, leur mouvement a été institué en 1928. Ils attendent de prendre le pouvoir depuis 1928. Le moment maintenant est mûr et ils ne vont pas imposer, je pense, leur idée principale qui est d'établir la charia, donc la loi islamique en Égypte. Ça va se faire sans doute par étapes. Est-ce à dire, et je vous demande de répondre le plus rapidement possible, mais est-ce à dire que les Coptes en viendraient presque à regretter l'époque Moubarak ? Alors, on peut effectivement imaginer que, sans vouloir penser que Moubarak était un président parfait, on peut lui reprocher son manque de démocratie, etc. Oui, mais au c'était moins, quand même une dictature. Effectivement, si à l'avenir on voit s'imposer la charia en Égypte, il est possible qu'on puisse regretter, entre guillemets, Moubarak quand on n'a pas des idées islamistes. Merci Christine Chaillot, merci d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr sur France 24 les élections égyptiennes de très très près. Vous voyez, il n'y a donc aucune raison d'aller voir sur une autre chaîne. Merci infiniment de votre attention et tout de suite d'autres informations sur France 24. Merci.